Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour le premier épisode d'une conférence internationale anticommuniste avec des géopoliticiens de 4 pays occidentaux différents que je remercie d'avoir accepté mon invitation. Je vais vous les présenter par ordre alphabétique. Donc, tout d'abord, Alexander Benesch, représentant l'Allemagne, auteur de 15 livres en allemand, dont certains ont été traduits en anglais. Son dernier livre s'intitule L'anticommunisme réel et la Troisième Guerre mondiale. Très bon titre. Ensuite, Trevor Loudon, qui représente l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, il est américain, mais il a vécu la première partie de sa vie en Nouvelle-Zélande. On peut d'ailleurs l'entendre à son accent du Sud. Exactement. Donc, il a également écrit de nombreux livres, le dernier étant Security Risk Senators, sur les liens des sénateurs américains avec le communisme. Ensuite, Jeff Nyquist, qui représente les États-Unis. Il est l'auteur de nombreux livres. Le dernier s'intitule The Lies We Believe in, les mensonges auxquels nous croyons. Et je suis Jean Robin, représentant la France, auteur de 60 livres en français, dont 2 ont été traduits en anglais, Ce que le monde doit au protestantisme et La France, colonie de la Chine communiste. Si vous êtes intéressé, évidemment, par nos livres, vous pouvez les trouver sur Amazon. Alors, c'est la première fois, à ma connaissance, que 4 géopoliticiens de 4 pays occidentaux différents sont réunis pour parler de ce qui s'est passé dans leur pays au cours du mois écoulé, concernant le communisme, afin que le monde en soit informé sans la censure ou la partialité habituelle des grands médias. Alors, nous voulons diffuser cette vision anticommuniste du monde parce que nous pensons que c'est la bonne. Le communisme n'est pas mort, il est plus vivant que jamais, malheureusement, et il est prêt à conquérir le monde comme jamais. Nous disposons de nombreux ouvrages de référence à l'appui de cette thèse, mais Des mensonges pas si nouveaux et La supercherie de la perestroïka, 2 livres d'Anatoly Golitsyn, un transfuge du KGB, sont parmi les plus importants pour comprendre ce qui se passe réellement dans le monde en ce qui concerne le communisme. C'est donc comme une war room, mais certainement pas la war room de Steve Bannon. En fait, c'est la war room anti-Steve Bannon. Parce que nous sommes vraiment anti-communistes, anti-PCC et anti-Poutine. Alors, qui veut commencer par un événement particulier qui s'est déroulé dans son pays le mois dernier? Je rappelle que quelqu'un va présenter une nouvelle de son pays et les autres peuvent commenter s'ils le souhaitent. Je pense que Jeff voulait commencer par un événement particulier qui a eu lieu dans son pays le mois dernier. Oui, j'en ai 2. Est-ce que vous voulez que je n'en fasse qu'un pour commencer? Oui, on peut en faire un à la fois. D'accord, je vais parler du premier, le plus récent. Donc, les États-Unis sont gouvernés par 2 partis politiques, comme chacun sait, le parti stupide et le parti diabolique. Mais aujourd'hui, le parti stupide est tellement stupide qu'il en devient diabolique. Et ce à quoi je fais référence, c'est que la Chambre des représentants a adopté cette semaine un paquet de 60 milliards de dollars pour l'aide militaire à l'Ukraine. Ce qui est significatif, mais 112 républicains ont voté contre le projet de loi, ce qui représente la majorité des républicains. Et seuls 101 républicains, si j'ai bien compris, ont voté pour. Je pense qu'il y en avait un qui a dit qu'il était juste présent, un représentant de la Pennsylvanie. Le Parti républicain, donc, dans sa majorité, s'emploie désormais activement à nuire aux intérêts de la sécurité américaine en faveur de la Russie, sans même le savoir, sans même disposer d'un raisonnement sensé. Le raisonnement est que nos frontières doivent être sécurisées avant que nous puissions aider à la défense d'autres pays. Et bien sûr, les 60 milliards de dollars, ils les présentent comme un montant gigantesque qui va nous mettre en faillite, alors que nous avons des budgets de plusieurs trillions de dollars. Et donc, cela représente moins de 1% de nos dépenses fédérales totales. Donc, c'est peanuts, c'est pas grand-chose. Et cela vient de l'acharnement, notamment de Marjorie Taylor Greene, de Matt Gaetz et d'autres qui sont derrière tout cela. C'est assez bizarre. Je pense qu'un grand nombre de célébrités des médias sociaux, aussi des influenceurs, sont également de droite et participent à cela. Donc voilà pour les dernières nouvelles. Alors quelqu'un voulait-il commenter? Juste un commentaire qui, je pense, est très important.
Je pense qu'il est absolument impératif de détruire la mythologie conspirationniste conventionnelle parce que c'est en fin de compte ce que les Russes utilisent pour influencer la foule MAGA, Make America Great Again. Nous l'avons vu avec des politiciens comme Marjorie Taylor Greene, toute sa vision du monde et de l'histoire est basée sur ce qu'elle lit sur ses sites web et ce qu'elle voit dans ses vidéos. Donc c'est très largement basé sur les médias conspirationnistes traditionnels et voilà comment ça se passe. Nous l'avons vu récemment avec Alex Jones qui l'a exprimé plus ouvertement. La croyance, c'est que la conspiration juive internationale, pour ainsi dire, cette conspiration a eu le contrôle de la Russie sous le communisme, mais Vladimir Poutine a libéré son peuple de cette conspiration. Mais les États-Unis sont toujours dominés par cette conspiration. C'est un gouvernement occupé par les sionistes. Et donc, ces activistes, ils ne croient pas qu'ils peuvent libérer les États-Unis par eux-mêmes. Ils ont besoin de l'aide des Russes, pense-t-il. Et les Russes sont prêts à prétendre qu'ils fourniront cette aide, comme nous l'avons vu partout sur le web au cours des 2 dernières années. C'est la raison pour laquelle certains républicains ont adopté cette politique concernant l'Ukraine. Ils préfèrent que la Russie s'empare de l'Ukraine plutôt que de voir cette prétendue conspiration juive s'emparer de l'Ukraine. C'est à cela que... Et certaines personnes ne se focalisent pas sur l'élément juif de la mythologie de la conspiration, mais elles considèrent également toute l'histoire américaine, l'industrialisation de la fin du 19e siècle, l'âge doré des barons voleurs, comme une conspiration. Au moins une conspiration avec une forte influence juive. Et donc, quel que soit le récit que vous choisissez, le plus extrême ou le moins extrême, cela fonctionne toujours de la même manière. Les États-Unis sont un pays occupé et vous avez besoin d'une aide étrangère pour le libérer. Je pense donc qu'en détruisant la mythologie conspirationniste conventionnelle, nous pouvons nous débarrasser d'un outil majeur des Russes. Je suis tout à fait d'accord avec cela. C'est exactement ce qui se passe ici. Beaucoup de choses sont venues de QAnon, de la propagande russe à travers QAnon, mais aussi du mouvement de Ron Paul, du mouvement libertarien, dans une certaine mesure. Il y a un élément de soft power, qui est que la Russie est une nation chrétienne, l'Ukraine est corrompue, elle fait partie du système corrompu de l'Occident. Il serait donc préférable pour tout le monde que la Russie prenne le contrôle de l'Ukraine. Le général Flynn a déclaré que l'invasion de l'Ukraine par la Russie avait mis des bâtons dans les roues des mondialistes. Donc oui, c'est exactement ce qui se passe. Cela remonte au protocole des sages de Sion. C'est la même chose que ce que disaient les nazis. Les Iraniens croient au protocole des sages de Sion. Oui, les Iraniens y croient. Ian Pacepa, l'ancien chef du KGB roumain, a raconté comment dans les années 70, le KGB a fait circuler des dizaines de milliers d'exemplaires des protocoles des sages de Sion dans tout le Moyen-Orient pour attiser la haine contre les États-Unis et contre Israël. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui avec l'antisémitisme de gauche, que nous voyons dans les rues, à l'université de Columbia, et l'antisémitisme de droite qui se manifeste à travers QAnon, mais aussi le mouvement libertarien, Alex Jones et d'autres. Alors, ils ne disent pas toujours que c'est de l'antisémitisme, mais il est certainement présent. Le nouveau mot est maintenant d'être J-pilled. J'ai été J-pilled, je comprends ce que les Juifs sont en train de faire maintenant. Je comprends enfin que ce sont les Juifs qui sont à l'origine de tout cela, et des personnes saines d'esprit et rationnelles m'envoient constamment des informations à ce sujet. C'est tout simplement choquant. Alors, je voulais ajouter quelque chose à ce que Jeff vient de dire. Lors de la conférence de presse de Johnson, en début de semaine, il avait vraiment l'air d'avoir été terrifié par les informations qu'il a reçues des services de renseignement. Voici ce qu'il a déclaré. Je crois vraiment aux renseignements et aux briefings que nous avons reçus. Je pense que Xi Jinping, Vladimir Poutine et l'Iran forment vraiment un axe du mal. Je pense qu'ils sont coordonnés sur ce sujet. Alors, que pensez-vous qu'il ait reçu comme information?
Oui, c'est une très bonne question parce que je vois la même chose et ce n'est pas seulement le président de la Chambre, Johnson. Il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas été très actives et qui soutiennent ce projet, qui l'ont fait passer au Congrès. Il y a quelque chose qui les effraie et je pense que c'est ça l'autre nouvelle. Jeudi dernier, le directeur du FBI, Christopher Wray, a donné une séance d'information au Congrès lors d'une audience. Et voici le titre de l'agence Reuters. Le FBI affirme que des pirates chinois se préparent à attaquer l'infrastructure américaine. Et nous savons, grâce à ce que vous m'avez lu avant l'émission, ce qui s'est passé au Texas, que des hackers russes ont piraté un réseau d'eau au Texas. Alors, vous voulez que je vous lise la dépêche? Alors voilà ce qu'on peut lire sur le Daily Mail. Des cyberattaquants russes piratent le réseau d'eau potable de la région Texas Panhandle et inondent la ville lors du tout premier raid d'un groupe aligné sur le Kremlin. Si ce piratage est avéré, il s'agirait de la toute première perturbation d'un réseau d'eau américain par la Russie. D'autres pays, comme l'Iran et la Chine, ont été accusés et les autorités fédérales enquêtent. Un groupe de pirates informatiques alliés au gouvernement russe s'est attribué le mérite du scandale. Oui, bien sûr, et nous avons eu l'incident du pont, où ce navire s'est écrasé sur un pont, obstruant un grand port, de sorte que non seulement le pont est inutilisable, ce qui cause toutes sortes de problèmes pour les communications dans le pays, mais le port, quant à lui, est fermé. Et je me demande ce qu'ils savent, mais ce que j'ai entendu par des sources, c'est que le FBI sait depuis 2 ou 3 mois que la Chine et la Russie préparent une cyberattaque massive, ou une série de cyberattaques, contre les États-Unis. Ils s'efforcent frénétiquement de les devancer. Elles se sont réparties la responsabilité d'attaquer différentes infrastructures. Et voici une citation de Christopher Wray. Il a dit qu'ils attendent le bon moment pour porter un coup dévastateur et faire des ravages physiques dans nos infrastructures critiques. Et donc, ce n'est pas une blague. Je ne peux pas dire certaines des choses que je sais, mais ils ont trouvé des preuves d'altération physique de l'entrée par les Chinois dans certains systèmes vitaux. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que l'Amérique diffère quelque peu de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de l'Europe, en ce sens que l'Amérique est l'ennemi principal, celui sur lequel se concentreront les armes nucléaires et les attaques primaires en temps de guerre. C'est ce que m'a dit M. Wang de Lude Media. Il m'a dit qu'il préparait cette attaque de grande envergure, que les Chinois infiltraient 250 000 soldats de l'APL à notre frontière sud, en préparation d'une guerre sur notre sol, pour créer le chaos, détruire notre économie et notre capacité à défendre d'autres pays. Parce qu'en réalité, le centre de la défense de l'Occident se trouve ici, aux États-Unis. C'est ce qui nous différencie d'autres pays infiltrés. Et l'une des choses que j'ai entendues de différentes sources, c'est que les Chinois considèrent que certains de leurs amis gauchistes ici ne sont plus leurs amis. Parce que peut-être certains gauchistes ici sont en train de comprendre que ce n'est pas seulement la Russie, mais c'est aussi la Chine et la Russie qui sont contre nous. Ils ont des familles, c'est aussi leur pays, ils pourraient être tués, et donc c'est là la véritable menace. J'ajouterais que les gens sont très inquiets à l'idée que cette attaque massive se produise juste avant ou juste après, voire pendant les élections, surtout si celles-ci nous divisent en novembre prochain. Je pense que c'est une décision risquée de la part des Russes, car nous savons que le réseau électrique russe est presque entièrement basé sur des technologies étrangères, presque tout le matériel et tous les logiciels. Nous savons que certains pirates informatiques russes qui organisent des concours de piratage, des tests de pénétration dans les sous-stations et les stations de transformation russes, ont découvert qu'ils pouvaient prendre le contrôle de ces équipements très facilement. Le danger d'une contre-attaque américaine est donc assez élevé, mais il dépend aussi des ressources sur le terrain, des ressources humaines sur le terrain. Je pense que c'est là que la CIA et d'autres agences manquent cruellement de moyens. C'est une chose de s'intégrer à distance dans les systèmes russes ou même chinois, mais comme nous l'avons vu avec l'Iran et le virus Stuxnet, en fin de compte, vous avez souvent besoin d'une personne sur le terrain qui insère cette clé USB et télécharge le logiciel malveillant.
Je pense donc que les Américains sont très avancés en termes technologiques, mais qu'ils manquent de moyens physiques. Et il y a un autre élément. Lorsque nous regardons l'Europe, par exemple l'Allemagne, nous ne pouvons pas dire où se trouvent ces infiltrés, les infiltrés chinois ou les infiltrés russes. Ils peuvent être littéralement partout, en train de placer des clés USB aux États-Unis, de télécharger un virus. Et devinez qui doit nous secourir lorsque nous sommes en difficulté? Eh bien, les Américains. On s'attend donc à ce que les Américains viennent nous sauver lorsque nos lumières s'éteindront. Et il est plus probable que nos lumières s'éteignent plus longtemps qu'en Amérique. Oui, cela dépend aussi de la volonté des dirigeants américains et de leur degré de compromission. Mon travail d'enquête, c'est que notamment Joe Biden travaille en bonne intelligence avec les Russes, malgré la guerre en Ukraine, depuis les années 70. Il a commencé à travailler avec les Iraniens à la fin des années 70 et il travaille avec les Chinois depuis au moins 2001. Biden a donc fait tout ce qu'il pouvait pour saboter l'infrastructure énergétique des États-Unis. Il a interdit les forages, il essaye d'imposer que tous les véhicules militaires américains soient électriques d'ici 2030. Ils arrêtent l'extraction d'uranium dans le nord du Colorado et le Kingston Pipeline, toutes ces choses que vous feriez si vous travailliez pour une puissance étrangère. De plus, l'armée américaine est dans un état lamentable aujourd'hui, avec les vaccins obligatoires qui ont forcé de nombreuses personnes à quitter l'armée, le politiquement correct qui nuit au recrutement, et la démoralisation qui règne dans l'armée en ce moment. Que pensez-vous du réseau électrique australien? Est-il aussi centralisé que le réseau américain ou européen? Je ne pourrais pas vraiment dire, je pense qu'il est probablement plus décentralisé. Le réseau néo-zélandais est essentiellement hydroélectrique. Nous n'avons pas d'énergie atomique ou autre. C'est essentiellement de l'hydroélectricité, du gaz, du charbon. Donc le réseau néo-zélandais résisterait relativement bien. Je ne pense pas que la Nouvelle-Zélande serait une cible pour cela. L'Australie serait certainement plus une cible, mais elle est assez diversifiée et elle n'est certainement pas aussi centralisée que les États-Unis. Au cours des 10 ou 20 dernières années, nous avons connu des pannes d'électricité de plusieurs heures dans une grande partie de l'Union européenne. Imaginez des heures et des heures sans électricité parce qu'un arbre est tombé sur une ligne électrique quelque part dans une région éloignée et que les responsables de cette région éloignée ne peuvent pas stabiliser le réseau. Soit il y a trop d'énergie, soit il n'y en a pas assez. Alors ils se trompent et cela se répercute dans les autres régions d'Europe. Ils ne peuvent pas rediriger l'énergie à temps. Donc ils doivent couper le courant, à moins que la fréquence ne s'écarte trop des 50 Hz que nous utilisons. Je pense que les Américains utilisent 60 Hz. Mais si la fréquence est légèrement inférieure ou supérieure à 50 Hz, tout le monde doit éteindre les appareils, sinon ils se cassent, ils sont physiquement endommagés, ou comme le diraient les pirates informatiques, ils sont bloqués et on ne peut plus les utiliser. Nous avons eu un incident, une attaque de piratage. Je pense qu'elle a touché une grande société de transport maritime, l'une des plus grandes sociétés de transport maritime en Europe. Ils ont dû remplacer tous les appareils capables d'accéder à Internet, c'est-à-dire tous les ordinateurs portables, toutes les tablettes, tous les smartphones, tout. Et dans la panique, parce que ce virus continuait à désactiver tous les systèmes dont ils disposaient, ils se sont précipités dans les magasins, ils ont acheté tout ce qui leur tombait sous la main. Cela a fonctionné pour une seule entreprise, mais si plusieurs entreprises doivent tout acheter, vous verrez une pénurie d'appareils. Nous pensons que c'est omniprésent, mais vous pouvez acheter un appareil partout à tout moment. Mais un stock est limité et s'il y a rupture de stock, vous ne pouvez rien obtenir. Il est donc préférable d'avoir des appareils de rechange au cas où. Alors, il faut ajouter que Joe Biden, l'une des premières choses qu'il a faites en arrivant au pouvoir, a été d'annuler le décret de Donald Trump interdisant aux Chinois d'accéder au réseau américain.
le réseau électrique américain. Il l'a annulé pour que les Chinois puissent avoir accès au réseau américain. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a eu un décret de Donald Trump et un autre décret de Biden, l'un des premiers qu'il a adopté, et c'était vraiment grave. J'allais dire que la première chose que Biden a faite publiquement lorsqu'il a pris ses fonctions a été d'annuler le Keystone Pipeline, le pipeline qui traverse les deux États du Dakota en raison des protestations des Amérindiens. Eh bien, ces protestations étaient organisées par Judith Leblanc, du Parti communiste américain, qui est fidèle à la fois à la Russie de Poutine et à la Chine de Xi Jinping. En récompense, elle a été autorisée à nommer son amie très proche et collègue marxiste, une membre du Congrès du Nouveau-Mexique, Deb Haaland, au poste de secrétaire d'État à l'Intérieur. Et elle l'a confirmé au poste de ministre de l'Intérieur, qui a la haute main sur 20% du territoire américain et sur toutes les activités d'extraction d'énergie, d'exploitation minière en uranium, de gaz, etc., sur les terres publiques dans toute l'Amérique, dans la majeure partie de l'Alaska et de l'Ouest. Et elle ferme toutes les concessions énergétiques qu'elle peut. Et dans le même temps, Joe Biden a vendu 50% de la réserve stratégique de pétrole des États-Unis, qui est censée nous permettre de mener une guerre. Il en a même vendu une partie à la Chine. Je pense donc que les Européens ne comprennent pas vraiment la profondeur de la pénétration du système américain par des agents pro-chinois et pro-russes. D'ailleurs, lorsque Vladimir Poutine était en poste à Dresde, en Allemagne, avec le KGB, il était également responsable de l'espionnage industriel, et cela concernait tout ce qui avait trait au réseau électrique. Il essayait de mettre la main sur chaque composant utilisé en Occident, afin de pouvoir recréer une version du réseau occidental dans un environnement de test. Ils ont également utilisé une partie de cette technologie pour ce qu'ils ont appelé le Combinat Robotron en Allemagne de l'Est, lorsqu'ils développaient toutes sortes d'appareils et de composants. Vladimir Poutine a donc une expérience de première main en matière de repérage du réseau électrique de l'ennemi dans les composants. Les gens devraient se demander qui, dans leur pays respectif, fabrique ces composants. Qui a accès au plan de construction et à l'endroit où les composants sont fabriqués? Car il y a quelques années, je crois, Israël et les États-Unis ont essayé de recréer leur propre réseau électrique dans un environnement de type test. Ils disposent donc de tous les éléments, de tous les logiciels que l'on utilise normalement dans le réseau réel. Ensuite, ils essayaient de le pirater, de le pénétrer et de le saboter. Ainsi, lorsque Poutine a fait pression en faveur du gazoduc Nord Stream, il s'agissait toujours d'un projet de gazoduc communiste, les gazoducs qui ont explosé. Ce projet était en fait lié à un plan plus vaste qui consistait à ajouter ces lignes électriques sous-marines au gazoduc. C'était donc le rêve idéal des Russes de ne pas se contenter de nous fournir du gaz, mais aussi de l'électricité. Ce projet était en cours de réalisation, mais il a finalement été annulé parce que nous avons abandonné l'énergie nucléaire il y a quelques années. Mais si nous avions gardé cette connexion directe avec les Russes, ils pourraient nous fournir de l'énergie nucléaire, ce qui semble bien sûr fou aujourd'hui. Et cela paraissait fou à l'époque, mais les gens ne s'en rendaient pas vraiment compte. Alors peut-être une dernière prise de parole de Jeff, et ensuite Trevor pourra nous parler de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Oui, juste quelques commentaires. C'est intéressant. En ce qui concerne la cyberguerre, on pense que les Russes et les Chinois ont un potentiel d'attaque considérable, parce qu'ils sont doués pour l'infiltration. Ils sont doués pour mettre des agents sur le terrain, et c'est la chose qu'Alex a soulignée. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de gens dans notre système, et aussi, si c'est vrai, 250 000 membres de l'armée populaire de libération triés sur le volet, avec des otages dans leur pays, pour venir ici et perturber, créer le chaos aux États-Unis.
M. Wang de Lude Media insiste sur le fait que la Chine souhaite que la Troisième Guerre mondiale se déroule sur le sol américain. C'est intéressant, je pense que les Russes et les Chinois ne sont pas bons en matière de cyberdéfense. Ils ont des défenses terribles. J'en veux pour preuve le documentaire sur Alexei Navalny. Lors de l'enquête sur l'empoisonnement, des hackers ont réussi à pirater l'email du chef du FSB. Et son mot de passe était Moscou 1. Et lorsqu'il l'a changé, pour Moscou 2, ils l'ont à nouveau piraté. Cela montre qu'ils ne sont pas très attachés à la sécurité parce qu'ils ne pensent pas qu'ils vont se faire attaquer. Ils pensent qu'ils sont les attaquants. Et c'est le problème qu'ils ont eu en 1941, lorsque Hitler les a frappés en premier. L'autre commentaire que je ferai concerne le problème que Trevor a souligné. Je ne pense pas que les gens comprennent pleinement à quel point les démocrates, et nous le savons depuis la guerre froide et la guerre du Vietnam, entre autres, et les républicains sont infiltrés. Lorsque l'infiltration est telle que plus de la moitié des républicains de la Chambre des représentants votent en faveur de quelque chose qui aide la Russie, quelle que soit la manière dont ils l'ont obtenu, quelle que soit la manière dont ils l'ont influencé, et quelle que soit la manière dont ils l'ont fait, c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Parce que nous n'avons que deux partis, et le seul parti était le parti stupide, mais maintenant ils sont une version différente du parti diabolique. Ils sont en train de le devenir, et je ne sais pas si nous pouvons empêcher cela de se produire. Mais je dis encore, les Russes n'ont pas leur propre système d'exploitation informatique. Quand la guerre en Ukraine a commencé, il y a eu des images du Kremlin où l'on pouvait encore voir des systèmes fonctionnant sous Windows XP. Certaines personnes qui nous écoutent en ce moment sont peut-être trop jeunes pour se souvenir de Windows XP, mais les Russes l'ont copié, ils ont utilisé le code et ils ont créé leur propre version de Windows XP. D'ailleurs, Windows XP est le pire pour la cyberdéfense. Oui, cela nous montre à quel point ils sont en retard à certains égards. Ils espèrent s'être enfouis profondément dans les systèmes occidentaux et ils attendent. C'est une sorte de technique de piratage que nous avons vue chez Julian Assange, de son propre aveu, et chez certains de ces pirates plus anciens. Cela a commencé en Allemagne avec Karl Koch et ses pirates légendaires. Il y avait des liens avec les communistes, d'ailleurs. C'est lui qui vendait au KGB les informations qu'il obtenait de sources américaines. Mais il s'agit toujours de s'introduire dans un système, de créer des portes dérobées, des points d'entrée cachés, puis d'attendre et de collecter. Attendre d'avoir des ordres ou une nouvelle occasion de lancer une attaque. La question est donc de savoir dans quelle mesure les systèmes occidentaux sont déjà infectés. Lorsque la guerre en Ukraine a commencé, les gens s'attendaient à ce que les Russes réussissent à détruire le réseau électrique ukrainien. Mais nous avons obtenu des informations de Microsoft, qui a apparemment fait un assez bon travail, en travaillant aux côtés des agences américaines pour protéger les Ukrainiens. Et en effet, je pense que tout aurait été terminé assez rapidement sans ces entreprises américaines qui gèrent les systèmes d'exploitation.